Passons au prochain sujet sérieux. Quand je me demande ce qui me fait le plus souffrir entre le commerce sans scrupules avec la téléphonie mobile, le commerce sans scrupules avec les produits pharmaceutiques ou bien le changement climatique, je ne sais pas ce que je dois penser. Ce sont tous des commerces qui rapportent des milliards. Des commerces atroces au prix de la santé des gens. J'en ai déjà dit pas mal à ce sujet aujourd'hui. Mais au sujet de la dernière chose, le commerce avec le changement climatique, c'est une sommité qui va en parler, pour ainsi dire. Une sommité qui nous parle. Un homme qui comprend vraiment ce sujet. C'est le professeur et docteur Kirstein d'Allemagne. Et voici son portrait. Je vous souhaite déjà la bienvenue. Professeur Werner Kirstein. Né en 1946. Sa carrière. 1972, baccalauréat au Collège du Soir pour les personnes en activité professionnelle de la ville de Würzburg. Il a ensuite étudié la physique et la géographie à l'université de Würzburg, avec en matière secondaire géologie, météorologie et minéralogie. Licence en physique en thermodynamique théorique et géographie physique en climatologie. Travail de recherche au centre de recherche de Jülich, divers documents et publications sur les changements climatiques régionaux et mondiaux. 1981, remise du doctorat, sujet de la thèse, fréquence des corrélations entre l'activité solaire et les éléments climatiques. 1992, il acquiert le droit d'enseigner dans les établissements d'enseignement supérieur et les universités. 1997, il est nommé professeur de géographie et de géoinformatique à l'université de Leipzig. Il a donné des cours dans le domaine de la géographie et la climatologie, en particulier sur le thème Global Change, c'est-à-dire les processus de changement global et l'évolution du changement climatique sur la Terre. Diverses publications dans le domaine du changement climatique ont suivi, dans lesquelles il a exploré les interdépendances entre le climat de la Terre, le réchauffement climatique et le CO2, dans une perspective complètement différente de la politique climatique actuelle. Ces dernières années, il a fait de nombreux exposés lors de séminaires publics et de conférences sur ce que l'on appelle les changements climatiques provoqués par l'homme. Le professeur Werner Kirstein, un climatologue expérimenté, donnera aujourd'hui une conférence sur le thème « Le changement climatique politico-généré ». Enfin, un vrai climatologue parmi nous. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue, professeur Kirstein. Ça paraît vraiment intéressant. Ni nous, ni le dictionnaire ne connaissons le mot politico-généré. Donc nous sommes très curieux de voir comment vous allez nous expliquer cela. J'aimerais simplement dire, nous avons besoin de vous. Ça, nous le sentons, le monde a besoin de vous et nous allons vous écouter attentivement. Merci d'être là. Le mot politico-généré, je dois dire que je ne le connaissais pas avant non plus. Je me suis dit que ça résumerait mieux la chose que le changement climatique non causé par l'homme. Il n'existe pas de terme pour changement climatique non causé par l'homme, mais puisque anthropogène veut dire fait par l'homme, mais que c'est fait par la politique, alors j'utilise politico-généré. J'espère que j'ai inventé là un nouveau mot. À ce sujet, le changement climatique anthropogène, c'est ce que j'ai barré ici. De cela, il y a déjà 2 personnes qui en ont parlé lors du AZK. C'était Hartmut Bachmann et Helmut Böttiger. Ils sont déjà venus ici et ils ont parlé du changement climatique anthropogène. Je l'ai nommé différemment, comme je viens de le dire, en utilisant le terme de changement climatique politicogène. Je trouve que ça résume mieux la chose. Alors voyons ensemble. Là, nous voyons déjà la première image qui s'affiche. Tout le monde connaît cette IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. C'est une institution politique. Donc on voit aussi que la politique s'en mêle de plus en plus. Et nous avons aussi la World Meteorological Organization, WMO, qui est une organisation spéciale des Nations Unies. Là aussi, nous voyons au final que c'est la politique qui se cache derrière. Qui participe encore?
Oui, la Banque mondiale pour le climat. Peut-être que vous avez déjà entendu que chaque année, régulièrement, la Banque mondiale pour le climat rappelle la catastrophe climatique. Je dis, oh, il y a donc des experts sur le climat, plein de climatologues qui se trouvent dans cette Banque mondiale pour le climat. Oui, pourquoi ils font ça? Nous allons en parler. La Banque mondiale pour le climat profite bien du fait que l'argent coule grâce au changement climatique. Là, nous avons, vous voyez l'Allemagne, l'Union européenne et beaucoup d'autres pays. Il n'y a pas de place pour tous les drapeaux, mais ils ont tous un rapport avec la protection du climat. Je vais y revenir plus tard pour expliquer quel est le but de ce mot « protection du climat ». Il y a beaucoup d'autres pays, mais surtout l'Union européenne, qui la font avancer. Je vais y revenir plus tard. Ce sont de très grandes subventions qui sont évidemment mises par les États à disposition de l'Union européenne. Il y a donc de nombreux scientifiques qui sont recrutés pour développer des programmes climatiques, pour faire des recherches afin, justement, de recevoir de l'argent. Je viens moi-même d'une université et là nous avons vu que le financement de base des universités ne suffit pas pour les faire fonctionner normalement. Donc, que fait le scientifique? Il regarde dans le catalogue des subventions de l'UE et dans tous les catalogues de l'Allemagne ou d'autres pays. Et maintenant, on y trouve n'importe quel sujet qui va bien avec le changement climatique. Et alors, je fais une demande, je formule une requête et j'envoie cette requête à l'institution correspondante. Et voilà ce qui arrive. Dès que le mot réchauffement climatique ou hausse de température est cité, l'argent coule. Le plus curieux que je n'ai jamais vécu, c'est un groupe de biologistes, même pas des climatologues, et ils ne savaient pas ce que voulait dire le changement climatique. Le réchauffement de la Terre, ok, ça ils pouvaient le gérer. Et puis le sujet de ces biologistes, le comportement des vers de marécage à température croissante. On en est arrivé là. Le sujet n'a plus aucune importance. Du moment que c'est le changement climatique, l'argent coule. Oui, et puis vous voyez les généreux bienfaiteurs. Donc il n'y a pas que l'Union européenne qui fait la promotion de ces choses. Il y a aussi les ministères fédéraux qui favorisent de telles requêtes. Et la recherche a quelque chose à faire. Je dis à nombre de mes collègues, mais qu'est-ce que vous faites? En fait, vous n'examinez pas le contenu de la vérité ou ce qui se passe. Oui, mais nous avons besoin d'argent. L'argent doit couler. Comment pouvons-nous exister si nous n'avons pas d'argent? Et puis après, on peut employer des doctorants, acheter des ordinateurs, investir dans le matériel et le personnel, etc. Et puis ça coule. Mais on a besoin de subventions pour ça. Et au fond, peu importe quel sujet on choisit, du moment que c'est en rapport avec le réchauffement de la Terre. C'est triste, mais c'est comme cela que ça fonctionne. Bon, j'aimerais tout au début présenter M. Heinrich Svendsmark. Je l'ai déjà souvent cité dans mes conférences. Il parle de l'influence de la politique dans le domaine du climat, dans la climatologie. La climatologie, dit-il, n'est pas une science normale. On doit comprendre que ce n'est pas une science normale. Elle est totalement politisée. Ces dernières années, il n'y avait aucun intérêt pour des vraies connaissances scientifiques, et on s'est mis d'accord sur une théorie, et voilà. Et cette théorie, c'est justement le CO2. On devrait dire l'absurdité ou la folie du CO2, car aujourd'hui, nous savons, beaucoup de gens le savent, pas tous, mais beaucoup, que le CO2 n'a rien à voir avec le réchauffement de la Terre. Oui, et il dit ensuite, je le cite littéralement, « Cela contredit au plus profond les principes de la science. En fait, un scientifique ne devrait pas du tout traiter de cela, mais le besoin financier le mène aussi à des choses qui en fait ne sont pas scientifiques. » Peut-être que vous savez que le professeur Hans von Storch a pris sa retraite et qu'il était le directeur de l'Institut au centre de recherche GKSS à Gessart. Et en fait, c'est aussi quelqu'un qui est pour, et il a toujours été pour le changement climatique, mais plutôt un observateur critique de la scène. Il avait aussi été pressenti au IPCC, mais entre-temps, il en est revenu comme beaucoup d'autres scientifiques du climat, des climatologues ou des météorologues ou peu importe. Il y a toute une série de scientifiques qui ont quitté IPCC parce qu'ils ont remarqué après quelques années « mais on ne traite pas du tout du climat là. Mais qu'est-ce qu'ils font là en fait ?» C'est-à-dire qu'on fait ça comme la politique et les sciences sociales. On pose seulement la question « Comment peut-on vendre ça ?» Et Hans von Storch
est vraiment un partisan du changement climatique. Et c'est lui qui a dit « La recherche sur le climat n'est pas normale, elle est post-normale ». C'est la même chose que ce que disait Schwenzmark tout à l'heure. C'est étonnant pour quelqu'un qui, je dirais, fait avancer le changement climatique et qui, dans ce cas critique, vraiment sa propre boutique. Bon, alors que veut dire post-normal? Le scientifique post-normal, dit-il, se présente comme le défenseur d'une bonne chose vertueuse ou comme le défenseur d'un agenda politique. En fin de compte, ce que la personne apprend est bien. Nous pouvons être contents d'avoir ces politiciens car ils ne nous veulent que du bien. Donc vous voyez, ça aussi c'est critique. Et alors je vais nommer maintenant beaucoup de collègues, des collègues dans mon entourage élargi, pour que vous n'ayez pas l'impression que je suis tout seul, ce qu'on me dit souvent, que je serai une de ces personnes, un parmi ces petits nombres qui doutent de la catastrophe climatique et du changement climatique. Bien sûr que ce n'est pas comme ça, mais on est mis dans ce coin. Il y a beaucoup de collègues qui deviennent de plus en plus critiques, qui rejoignent cette ligne de pensée et qui quittent la piste de la catastrophe climatique. Et le professeur Paul Reiter était aussi quelqu'un qui était à l'IPCC et qui l'a quitté parce qu'il a remarqué qu'on y faisait quelque chose de tout à fait autre. Ce n'est pas du climat, c'est de la politique qu'on y faisait. Et il dit une belle phrase. L'annonce alarmiste du réchauffement climatique se présente dans un habit de la science. Mais s'il ne s'agit pas là de science, mais de propagande. Et le mot propagande, je l'utiliserai encore souvent et nous allons voir qu'en fait les médias aussi font de la propagande. De très belles citations, une très belle phrase, ou pour mieux dire, c'est une très belle interview de Volker Bräutigam et Friedhelm Klinkhauser par Ken Jebsen. C'étaient des rédacteurs de l'émission allemande Tagesschau. Et il dit, ce magazine de Tagesschau n'est que la propagande. Bien sûr que c'est très généraliste. Mais ce qu'il veut dire, c'est que certains sujets dans le Tagesschau ne sont pas montrés tels qu'ils sont en réalité. Bien sûr, pas tout. Car, par exemple, le récit d'un accident est sûrement vrai, mais ce qui concerne certains sujets, ils ne font que de la propagande. Oui, alors j'aimerais citer Georg Christoph Lichtenberg du XVIIIe siècle. À l'époque, on savait déjà, les mensonges les plus dangereux sont les vérités à moitié modifiées. Et ça, c'est vraiment comme ça. À moitié modifié veut dire des demi-vérités ou bien une presse à omission. Si je laisse de côté quelque chose qui est important, alors je raconte des demi-vérités. Et là, je ne peux que rappeler l'image de Ulrich Tösch, qui a écrit tout un livre qui s'intitule « La presse à omission ». Cette belle phrase est écrite ici tout en bas à gauche. La presse à omission est la fin du journaliste tel que nous le connaissons. Donc, nous n'avons plus ce journalisme aujourd'hui. Je vais vous parler du climat. Les mouvements du climat pendant les derniers 11 000 ans. Vous voyez tout à gauche, la dernière période glaciaire s'est terminée il y a 10 ou 11 000 ans. Ici, c'est le changement glaciaire au nord de l'Allemagne. Chez nous, dans les Alpes, on parle seulement de la glaciation de Wurm et aux États-Unis, c'est la période glaciaire du Wisconsin. C'est toujours un refroidissement qui a lieu parallèlement et qui est très fort. Vous voyez comment la température baisse ici et ce n'est pas le centre. La période glaciaire continue ici encore, plus à gauche. Moi, je l'ai interrompue ici. Alors vous voyez ce qui s'est passé ici pendant les derniers 11 000 ans. Ça s'est réchauffé, puis ça s'est refroidi, et puis ça s'est de nouveau réchauffé. Ça se passe ainsi depuis longtemps. Dans le Mésolithique, 4500 avant Jésus-Christ, nous avons eu une période relativement chaude. En langage géologique ou en géographie, on appelle cela aussi Atlanticum. Ensuite, il y a eu un refroidissement, et dans le temps néolithique, c'est-à-dire 2500 avant Jésus-Christ, il y a eu un refroidissement. Et alors nous avons de nouveau le petit temps glaciaire au XVIIe et au XVIIIe siècle, et il y a eu un nouveau refroidissement, mais pas comme dans les grandes périodes glaciaires. Et nous nous sortons justement de cette période glaciaire.
Cela veut dire que quand nous quittons une grande ou une petite période glaciaire, il doit y avoir un réchauffement. J'ai déjà entendu cet argument. Oui, il y a eu un réchauffement. Oui, mais bien sûr qu'il y a eu un réchauffement. Nous devons voir de quelle manière nous sommes induits en erreur. Alors j'ai examiné plus concrètement cette dernière période, c'est-à-dire le réchauffement en l'an 1200. Ça, c'est le pic de température pendant le Moyen-Âge. Alors vient cette petite période glaciaire, et ça, c'est où nous nous trouvons aujourd'hui, tout au fond à droite. Et j'aimerais bien agrandir cela et le montrer en grand. Ici, vous voyez quelle demi-vérité et fausse affirmation nous sont présentées. Vous voyez dans le graphique en haut, vous voyez ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais plus en détail. Là, le pic de température du Moyen-Âge est visible environ en l'an 1200. C'est à peu près le temps gothique. Là aussi, il faisait déjà très chaud. Alors on voit ici un refroidissement et ces fluctuations permanentes. Et tout à droite, à la fin, c'est notre époque. Et qu'est-ce qui nous est présenté par la science climatique? La courbe, là, en bas. Vous avez peut-être tous entendu parler de la courbe de hockey-stick que M. Mann a propagée. Propager, c'est le bon mot parce que c'était de la propagande. Et vous voyez qu'on essayait de garder le climat constant dès l'an 1000, en l'an 1200, 1400, 1600, etc. Oui, vous voyez la vraie courbe en haut. C'est de cette manière que nous sommes trompés. Donc, de cette manière, on a essayé de nous faire croire que le climat est équilibré. Mais ce n'est pas vrai. Si nous regardons en haut, alors nous voyons que le climat n'a jamais été équilibré, mais qu'il y a toujours eu une dynamique. Oui, je devrais encore le répéter ici, encore un peu déformé par la science climatique. Je dirais que ça n'est pas un peu déformé, c'est très déformé. On ne peut même plus le reconnaître. Oui, le climat et la nature sont-ils dans un équilibre? C'est la question. Le climat récent, le climat historique et aussi le climat préhistorique n'ont jamais été équilibrés. Ce que j'ai expliqué avant. Mais c'est toujours en évolution. Il y a toujours eu, et toute personne qui était attentive à l'école le sait, de grands et de petits changements climatiques sur une longue ou une courte durée, mais cela n'était jamais constant. Imaginez, dit Joseph Reichholf, un zoologue, imaginer un équilibre dans la nature est une erreur fondamentale de l'écologisme. Les écosystèmes sont toujours dans un flux. Ce sont toujours des évolutions, ils évoluent. Cette idée qu'il existe un équilibre est en fait une suggestion, ce n'est pas vrai du tout. Oui, alors ce changement climatique devient une énigme. Je cite encore une fois le professeur Hans von Storch, celui qui se trouve derrière le changement climatique et le propage. Il a dit alors qu'Olaf Stampf et Gerald Traufetter l'interviewaient pour le journal allemand Spiegel. Nous nous tenons devant une énigme. Depuis 15 ans, les températures n'augmentent plus. Il a dit cela en 2013, cela date de quelques années. En tant que climatologue, il dit « Si jamais le réchauffement global ne continuait pas dans les prochaines 5 années, il y aurait une erreur fondamentale dans les modèles et les prédictions devraient être corrigées. » Après tout, je trouve que c'est une autocritique. Oui, et cette erreur fondamentale, chers collègues, l'erreur fondamentale, c'est que dans les modèles climatiques, on part du CO2. Le CO2 serait responsable d'un réchauffement. Et si nous regardons cette courbe-là, nous allons encore un peu plus loin. Alors nous voyons que la température a vraiment augmenté dans les 25 dernières années. Et aussi la concentration de CO2. La fameuse courbe Mauna Loa. Les deux choses ont augmenté. Et c'est là que toute l'histoire a commencé dans les années 80. On a dit que si la température augmente, le CO2 augmente aussi.
Ou pour le dire dans le sens inverse, quand le CO2 augmente, la température augmente aussi. Si nous regardons les sections d'avant et d'après, alors nous voyons que ce n'est pas vrai. Cela veut dire qu'on a choisi une période de 25 ans. Je vais tracer une droite là. Concentration de CO2 a augmenté et la température a augmenté. Et alors, nous avons pensé que l'un et l'autre étaient liés. Si quelqu'un qui n'est pas de ce domaine regarde cela, il pourrait dire « Oui, c'est possible. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé avant et après ?» Ici, avant ces 25 ans et après ces 25 ans. Là, ce n'est visiblement pas vrai. Au contraire, visiblement, les courbes s'éloignent l'une de l'autre. Là, le CO2 augmente, mais la température descend pendant certaines périodes. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre ici. Donc, chers scientifiques en sciences naturelles, et cela est regrettable, moi aussi j'en suis un, mais je ne fais pas partie de ce groupe. Donc, des scientifiques ont confondu une corrélation statistique avec une causalité. Ici, nous avons une corrélation statistique qui dure 25 ans. Les deux choses sont en corrélation. Il y a un coefficient de corrélation qui décrit combien deux courbes fluctuent ensemble. 0,95, c'est un chiffre assez élevé. Cette augmentation est très importante. Et alors, dans ce contexte, on a la corrélation statistique qui a été interprétée comme une relation de cause à effet, ce qui est complètement faux. Et j'ai honte pour mes collègues physiciens qui l'ont découvert. Et pourquoi cela s'est-il passé de cette manière? La Société allemande de physique a proclamé la catastrophe climatique, je pense en 1986. C'était lors d'une conférence à Bonn dans un hôtel qui s'appelle Hôtel Tulpenfeld. Tous les représentants étaient là et lors d'une conférence de presse, le message a été propagé. Nous vivons une catastrophe climatique. Pourquoi des physiciens disent-ils cela alors qu'ils ne sont pas des climatologues? Pourquoi disent-ils cela? Parce que dans ces temps-là, l'énergie nucléaire connaissait une grande crise. On acceptait de moins en moins l'énergie nucléaire et il y avait des manifestations, des interventions de la police et des canons à eau. On devait chasser les personnes qui étaient contre l'énergie nucléaire. Les physiciens se sont dit que c'était l'opportunité. Nous allons maintenant dire que les centrales nucléaires ne produisent pas d'émissions de CO2, comme ça on nous acceptera à nouveau. Malheureusement, ils n'ont pas bien calculé leur coût. 3 mois plus tard, il y a eu la catastrophe de Tchernobyl. C'est triste, mais on a essayé. Comment appelle-t-on une telle chose dans les statistiques, un tel lien de cause à effet, sur une période de 25 ans? Une corrélation d'apparence. C'est une relation qui n'a rien à voir avec la relation de cause à effet. C'est pour cela que c'est une fausse corrélation. Et ce que nous devons en apprendre, je l'ai répété dans toutes mes leçons de statistiques aux étudiants en géographie, la corrélation n'est pas égale à la causalité. Il y a une grande différence. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Je pense que ça, c'est très connu maintenant. C'est un autre exemple d'une fausse corrélation. Source de ces informations. Le Bureau fédéral allemand. Vous voyez le nombre de cigognes et d'accouchements en Allemagne. En Suède, c'est encore plus beau. Quand il y avait une augmentation de cigognes, c'est la courbe en bleu. Alors le taux d'accouchement a toujours augmenté. Et quand les cigognes ont diminué pour des raisons écologiques, alors les accouchements ont aussi toujours diminué. Donc vraiment, tout le monde devrait conclure qu'il y a ici une relation de cause à effet. Mon œil, oui. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui trouvent des fausses corrélations aussi belles. Ils cherchent dans leurs statistiques où existent encore de tels cas bêtes. Ce que je vous ai préparé maintenant, ce sont des vraies données statistiques. Et là, j'ai encore 2 autres choses. Une fausse corrélation très élevée, positive, trouvée entre le taux de divorce dans l'État américain du Maine et la consommation de margarine. S'il vous plaît, c'est un fait. Vous pouvez chercher ça sur Internet, c'est un fait. Pour le dire en d'autres termes, si l'on mange plus de margarine, le taux de divorce augmente. Vous n'en revenez pas, n'est-ce pas? J'ai encore une fausse corrélation qui est belle, drôle et un peu triste aussi.
Le taux de mortalité chez les utilisateurs de fauteuils roulants est en grande corrélation avec le prix des chips. J'ai dit ça pour provoquer les collègues physiciens, pour examiner le taux de vérité dans de telles fausses corrélations. Oui, Dieu merci, nous le remarquons. Par exemple, la multiplication par 2 de la concentration de CO2. Cela a toujours été un grand sujet. Qu'est-ce qui arrive si la concentration du CO2 dans notre atmosphère est doublée? Là, nous avons des serres, de vraies serres. Ça, ici, par exemple, c'est une exploitation où poussent des légumes et des fruits. J'y suis moi-même allé en Islande. Là, nous sommes allés dans une plantation de tomates. Il y avait des tomates qui y étaient cultivées dans des conditions de serre, mais pas sous une serre avec du CO2, on avait simplement chauffé l'air. Les rayons du soleil tombent sur le toit et si la chaleur ne peut pas sortir, s'il n'y a pas de convection, de transmission de chaleur, alors la chaleur reste à l'intérieur. Cela n'a encore rien à voir avec le CO2. J'ai vu à l'entrée de grands récipients avec écrit dessus CO2. Je me suis posé la question, que vont-ils faire avec ce CO2? Alors, ils ont dit, nous l'utilisons comme engrais. Plus nous mettons de CO2 dans cette serre, plus les plantes poussent. Donc, il est connu depuis longtemps que le CO2 est un engrais formidable pour certaines plantes. Bon. Dans beaucoup de serres, le CO2 est enrichi pour produire l'effet d'un engrais et théoriquement on pourrait faire plus que doubler la dose comme cela est fait en Islande. D'ailleurs en Allemagne et partout le CO2 est utilisé comme engrais. Donc on pourrait non seulement doubler la dose mais aussi la multiplier par 4. Jusqu'à cette dose, les plantes le supporteraient et l'intégreraient, elles ne feraient que l'accepter seulement quand elles en profiteraient. Pourquoi est-ce comme ça? Chez les plantes, il faut différencier les plantes C3 et les plantes C4. Et vous voyez, le CO2 est accepté de manière différente par les plantes C3 et C4. Les plantes C3 l'acceptent très bien si on regarde par exemple cette courbe. Ici, quand vous regardez cette courbe, vous voyez qu'elle se multiplie par 2. Aujourd'hui, nous avons 0,04%. Ça, ce sont les fameux 400 ppm que nous avons dans l'atmosphère. Le niveau CO2 actuel a été multiplié par 2 maintenant. Alors nous voyons ici les plantes C3, cela leur fait du bien, elles l'acceptent et c'est bon pour la photosynthèse. Et alors les plantes fleurissent de manière excellente. Chez les plantes C4, ce n'est pas la même chose. Quand on multiplie le CO2 par 2, les plantes disent « Ok, nous ne profitons plus de cela. » Mais on doit voir quelles plantes sont des plantes C3 et lesquelles sont des plantes C4. Voici des exemples de plantes C3. Les céréales, le colza, la betterave, les pommes de terre, le riz, et ça je vais le souligner, les arbres de la forêt tropicale. Tout ça, ce sont des plantes qui sont cultivées chez nous. Les céréales, le colza, les pommes de terre et le riz. Elles s'appellent plantes C3 chez nous parce que si vous regardez, vous voyez 3 fois l'atome de carbone. C'est pour ça qu'on les appelle plantes C3. Donc celles-ci, elles profitent vraiment de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Par contre, pour les plantes C4, ce n'est pas pareil. Alors regardons, où poussent les plantes C4? Elles ne poussent pas sous nos longitudes. C'est le maïs, la canne à sucre, le millet. Et ce qui est intéressant aussi, les herbes dans la savane. Et si nous regardons plus précisément, alors nous voyons, si nous nous concentrons sur la forêt tropicale, car on dit toujours que la forêt tropicale disparaît et qu'il y a une déforestation, etc. Si on regarde plus précisément qu'est-ce qui se passe là, disons dans le désert, dans le Sahara ou dans la savane, dans les zones de Sahel donc, cela voudrait dire que si nous le faisions réellement, c'est-à-dire si nous augmentions le taux de CO2, alors la croissance des arbres tropicaux serait augmentée. La forêt tropicale en profiterait et on pourrait agir contre la déforestation. Ça prendrait bien sûr quelques années car les arbres ne poussent pas aussi rapidement. Mais en principe, on ne ferait que favoriser une croissance et la savane n'en profite pas. Ce qui veut dire que la savane, avec ses arbres et ses buissons, serait en quelque sorte figée.
En d'autres termes, c'est seulement la forêt tropicale qui en profiterait et la savane resterait pour le moment comme elle est. Bon, le CO2 dans les médias. Les médias, c'est aussi un de mes sujets préférés. Par exemple, sur la chaîne allemande ZDF, au journal télévisé, M. Kleber parle des émissions de CO2. Et alors, les gens pensent, en arrière-plan, on montre cette image-là où se trouve maintenant le globe terrestre, et chaque spectateur fait tout de suite l'association dans sa tête. Les émissions de CO2 augmentent. Le spectateur voit cette image et pense « Oh mon Dieu, le CO2, c'est horrible ce que l'industrie émet comme CO2. » Mais on dirait que M. Kleber n'était pas attentif aux cours à l'école, car il devrait savoir que le CO2 est un gaz invisible, inodore, non toxique et à faible densité dans l'atmosphère, et il a un effet neutre sur le climat. Visiblement, il ne l'a pas appris, ou bien, ce qui est plus probable, il le dit exprès. Bien sûr qu'il le sait, ou il devrait le savoir, mais les spectateurs du journal télévisé font cette association dans leurs pensées. Et moi je trouve qu'on travaille ici de façon très subtile. Il ne dit pas « c'est le changement climatique », ça c'est le CO2. Mais il laisse les gens le découvrir eux-mêmes. C'est encore plus grave que s'il le disait. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment ? Comme je l'ai déjà dit, le CO2 est essentiel pour la faune et la flore, en particulier pour que la forêt tropicale pousse de nouveau. C'est ce que nous voulons tous, que la forêt tropicale pousse de nouveau. Alors, s'il vous plaît, faisons augmenter le taux de CO2. Mais essayez de dire ça, si je disais devant les politiciens, le taux de CO2 doit être augmenté, alors je serais un théoricien de conspiration. Vous avez de nouveau un théoricien de conspiration devant vous. C'est horrible. Bon, encore un mot sur Klaus Kleber. En fait, tout le monde le connaît. Il fait partie de ceux qui ont les meilleurs salaires et c'est un journaliste de ZDF. Il ne donne pas d'informations sur le montant de son salaire. Il garde cela secret ou bien il essaye de garder cela secret. Mais certains politiciens disent « Celui qui demande toujours de la transparence de la part des politiciens devrait lui-même devenir un peu plus transparent. » Mais il ne le fait pas et il a des raisons à cela. Bon, maintenant j'ai parlé de statistiques et des indices que donne la statistique. Je dois encore ajouter que la statistique ne donne jamais des preuves. Celui qui dit « la statistique prouve » ou bien il n'y connaît rien ou bien il veut nous tromper. Avec la statistique, on ne peut trouver que des indices. Dans la médecine aussi et dans d'autres domaines, on utilise souvent des statistiques pour donner des preuves. Ce n'est pas correct. Et maintenant, nous allons passer à la théorie. Il existe un article scientifique dans le journal spécialisé International Journal of Modern Physics. Vous en trouverez la source ici, et cet article s'intitule « La falsification de l'effet de serre par le CO2 dans l'atmosphère dans le cadre de la physique ». Ici, la physique théorique prend la parole pour la première fois. Voici les deux physiciens théoriques, Gerhard Gerlich et Ralph D. Tschirchner. Ils ont écrit cet article qui a été mal reçu par les climatologues. Je ne peux pas tout raconter ici, mais je vais vous donner un résumé rapide de l'essentiel. En résumé, il n'existe pas d'effet de serre. En particulier, il n'existe pas d'effet de serre atmosphérique provoqué par le CO2. Ni dans la physique théorique, ni dans la thermodynamique, dans l'ingénierie. On peut le prouver. Ce n'est pas ainsi, on peut le prouver. C'est donc une pure invention des climatologues. Mais qui écoute de telles personnes? Ils sont bien sûr très fâchés qu'une telle chose ait une chance et que de telles publications scientifiques soient propagées dans le monde. Ralph Tschirchner a dit les choses suivantes dans une vidéo sur Internet qui s'intitule « Le mensonge climatique sur le CO2 ». Il faut examiner dans quelle mesure une tromperie professionnelle est à l'œuvre. Et moi je dis, respect, il faut avoir du courage. Mais moi je suis allé encore plus loin, je dis, si l'on regarde ce livre de Schellhuber, qui dit que le monde doit brûler et que nous allons mourir brûlés, ça c'est vraiment effronté.
Oui, et là je me souviens que si toute la Terre devait brûler, comme il l'affirme, ou du moins c'est ce que promettent le titre et la page de couverture, là il faut dire attention. Alors moi j'ai dit, il faut examiner si la menace apocalyptique d'une catastrophe infernale globale non fondée remplirait les critères d'une infraction à la loi en incitant le peuple à la sédition. Et là, nous sommes arrivés au sujet dont on a déjà parlé aujourd'hui. Vous l'avez déjà évoqué, regardons dans le code pénal suisse. Alarmer la population, c'est ce que j'ai marqué ici. J'utilise de temps en temps ce livre, mais qu'est-ce que cela veut dire, alarmer la population? Et ici, il est écrit, celui qui alarme la population en la menaçant ou en lui montrant un danger pour sa vie, sa santé ou ses biens, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une amende. Monsieur Schell-Hubert peut être content de ne pas vivre en Suisse. Oui, j'ai pris ça de cette source, texte de loi suisse. Oui, ça ressemble à ça, c'est incroyable. Là, les gens prennent des libertés ou limitent nos libertés. Ils devraient en fait eux-mêmes être punis de peines privatives de liberté s'ils propagent de telles choses. Je ne sais pas combien de gens ont lu ce livre. En tout cas, il n'est pas devenu meilleur. Même si ça intéresse peut-être les gens, mais tout le monde est effrayé quand on voit que la Terre est représentée en flammes et qu'on prétend de cette manière qu'elle va se réchauffer. Alors, regardons un peu ce que sont le climat et la météo. Je dois peut-être brièvement expliquer ça. Vous voyez ici les termes climat et météo extrême. On dit toujours, oui, il y a plus de situations de météo extrême qu'il y en avait autrefois. Nous avons des situations de météo extrême. Là, je dis, nous devons faire attention. Nous examinons ici le climat et la météo extrême. Au contraire, qu'est-ce que c'est? Si nous commençons ici en bas, au fond à gauche, alors on voit que ce grand ordinateur, les ordinateurs gigantesques deviennent toujours plus grands et plus chers. Il est alimenté avec des données brutes. Ce sont les données météorologiques. Elles ne sont pas seulement sauvegardées dans ces ordinateurs, mais elles sont aussi traitées et les données brutes deviennent des données de calcul. Par exemple, avant nous avions les moyennes. La météorologie vit de moyennes. Nous avons alors besoin des moyennes quotidiennes, des moyennes mensuelles et annuelles, et ainsi on peut faire à un certain moment une affirmation sur le climat. Des millions de données météorologiques sont donc sauvegardées dans des grands ordinateurs. Les données météorologiques. Où sont maintenant les données sur le climat? Le climat se trouve là-dedans, quand on observe cela sur une durée assez longue. En fait, le climat est un modèle global, virtuel. C'est virtuel car je ne peux pas sortir et dire « Quel beau climat il fait aujourd'hui !» Je peux voir le soleil qui brille, la température, les précipitations, le brouillard, etc. La durée d'ensoleillement, ce sont des données météorologiques. Elles sont alors sauvegardées. Mais d'en tirer alors des conclusions sur le climat, c'est plus qu'audacieux. Le climat global est donc un modèle de données virtuelles qu'on ne peut pas protéger. Comment dois-je protéger des millions de données, construire un mur autour, ou bien comment les protecteurs du climat imaginent-ils cela? Ces données virtuelles dans l'ordinateur ne peuvent pas créer une météo extrême dans la nature. Mais c'est plutôt l'inverse. La météo extrême aussi est contenue dans ces données météorologiques. Je ne peux donc pas aller dire « Maintenant j'ai un nombre de données météorologiques, maintenant je vais faire sortir la météo extrême de là. » Comment est-ce que c'est possible? La météo extrême est déjà là-dedans en tant que situation météorologique. Mais là aussi nous sommes trompés et cela n'est pas si facile à comprendre. D'ailleurs, on mélange souvent le climat et la météo. On doit dire clairement quelle grande différence il y a entre les deux. Pour faire une affirmation sur le climat, pas sur la météo, on a besoin d'un lieu d'observation pour l'examiner. Où? En Suisse, en Allemagne, en France, en Europe, en Amérique ou autre part. J'ai donc besoin d'un lieu que j'examine et d'une période, et celle-ci doit être d'une durée d'au moins 30 ans, d'après la définition des climatologues.
Donc je dois observer pendant au moins 30 ans comment la météo évolue. Et alors je peux reconnaître une tendance de ce qui se passe avec le climat. Les données de la météo doivent être nombreuses. Je vais calculer par exemple en Allemagne, il y a environ 200 stations météorologiques qui prennent quotidiennement des mesures de la météo. Elles mesurent et enregistrent quotidiennement au moins 3 paramètres météorologiques. Je vais dire 3, mais en réalité c'est plus que 3. Les plus importants avec lesquels j'ai eu affaire pendant que j'écrivais mon doctorat sont la pression atmosphérique, la température et les précipitations. Ça, ce sont les 3 plus importants. Ils sont collectés et enregistrés quotidiennement. Si par exemple j'observe le climat en Allemagne pendant 30 ans, 30 ans c'est la période minimum, alors je dois calculer 30 fois 365 jours fois 200 stations de mesure. Cela donne 2,2 millions de données pour un paramètre. Par exemple, pour la température. Donc là, j'ai un paramètre et j'ai besoin de 2,2 millions de données. Pour revenir maintenant sur les 3 paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure, concernant les éléments principaux climatiques, la pression atmosphérique, la température et les précipitations, alors j'ai besoin du triple des données, donc environ 6,6 millions de données. C'est un grand nombre. Alors la question se pose, c'est quoi la protection du climat ? Est-ce qu'on doit protéger 6,6 millions de données? On remarque l'absurdité de ce qui nous est raconté que nous aurions besoin de la protection du climat. En fait, c'est plus de 6 millions de données qui doivent être protégées. Ça, c'est vraiment une bêtise. Mais je peux vous dire ce que c'est. La protection du climat est une superstition enfantine et contredit la physique. Comme nous sommes ici dans les Alpes, pour ainsi dire au bord des Alpes, je vais un peu parler des glaciers des Alpes. On dit toujours que les glaciers reculent. Ils évoluent en arrière. Si vous regardez un peu plus exactement, c'est vrai. Bien que seulement pour un certain temps, pour une certaine durée. Le dernier recul des glaciers a commencé il y a 30 ans, ici dans ce lieu. Et alors les glaciers reculent encore comme on le voit. C'est dû à la hausse de la température. Et ici, en bas, j'ai dessiné la courbe d'augmentation du CO2. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le recul des glaciers est seulement dû à l'augmentation naturelle de la température. Maintenant, la température ne monte plus. Avec le temps, les glaciers devraient encore une fois réagir. C'est comme ça qu'on nous le raconte. Ce qui s'est passé avant cela, c'est pour cela que c'est tellement ouvert à gauche, c'est la chose suivante. Ça ressemble à toute autre chose si je prends en compte le temps avant. Ici, vous voyez que les glaciers n'ont pas reculé. Ils devaient d'abord augmenter avant de pouvoir diminuer. Le glacier a d'abord grandi. Ici, en 1920, il y a eu une décroissance et les glaciers ont reculé. Et juste avant, il y a eu une augmentation, et ici, en 1900 aussi. Et si vous suivez le professeur Gernot Patzelt de l'université de Innsbruck, et que vous suivez ses explications, vous verrez qu'il a trouvé des preuves que ces glaciers avancent et reculent toujours. Cela peut donc être prouvé de manière expérimentale et non dans un modèle. La courbe des températures était bien sûr similaire. En résumé, dans les dernières 11 000 années, les glaciers étaient pendant les 2/3 du temps plus petits qu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous pouvons en conclure qu'il y avait des conditions climatiques plus chaudes. Donc il y avait déjà une fois une période où il faisait plus chaud et aussi une période où il faisait plus froid. Et alors il faisait plus chaud puis plus froid. C'est ce qui explique le mouvement étrange des glaciers. Maintenant, il appelle cela le jeu de cause à effet entre la croissance des glaciers et le recul des glaciers. Donc, il y a déjà eu cela plusieurs fois avant la catastrophe climatique. En fait, c'est un phénomène bien connu. Seulement, on ne le dit pas en public. Il a découvert cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a examiné des arbres dans des zones où des glaciers se sont retirés. Et là, il y a de vieux arbres qui font surface. Il les a examinés avec la méthode du carbone 14, la méthode du radiocarbone. Donc la mesure pour déterminer l'âge avec la méthode C14.
Et alors il a vu qu'en dessous des glaciers qui s'étaient rétractés, il y avait de vieux troncs d'arbres. Cela veut dire que si on nous suggère qu'en fait les glaciers ont toujours reculé, qu'auparavant ils étaient plus grands, alors d'où viennent ces arbres? Je n'ai jamais vu un arbre pousser sous la glace, c'est impossible. Et ça, c'est en fait une vraie preuve expérimentée, loin de toute théorie. Mais comme je l'ai déjà dit, ça, on ne nous l'apprend pas. En été, pour être précis, en août 2017, j'étais en Autriche, en Carinthie, sur le Kaiser Franz Joseph Höhe, et là, en haut, on peut photographier et on voit à quel stade se trouve actuellement le glacier Pasterz. C'est le plus grand glacier d'Autriche. Ici, en haut, c'est la plateforme pour les visiteurs. Ici, il y a la route, et là, on peut se placer pour photographier. Cette photo, je l'ai prise là, et on peut voir que là, en haut, le glacier s'est retiré par ici. Ce qui doit être encore ajouté, c'est que durant une année, entre l'été, et cela s'est passé en été, il y a des variations entre été et hiver. Le glacier avance en hiver et recule en été. Ça aussi, ce sont des fluctuations. Mais il y a encore des fluctuations que j'ai évoquées au préalable qui sont encore plus grandes. On voit donc ici que le glacier s'est visiblement retiré en ce temps-là, à ce moment-là. Ce qui était avant peut être aussi examiné avec les troncs d'arbres. Ici aussi, on trouve des descriptions. Ici aussi, le glacier n'a pas toujours été en bas, mais doit avoir été plus en amont. Si en dessous de lui, on trouve des arbres assez vieux. Par contre, entre 1915, 1965, 1985, le glacier doit avoir avancé en direction de la vallée, donc il s'agit de ce changement dont nous avons déjà parlé entre l'extension et le raccourcissement des glaciers. Si on ne le sait pas ou qu'on ne le recherche pas sur Internet, ça tout le monde peut le faire, alors on croit à ces bêtises, que les glaciers ont toujours été là, qu'auparavant ils étaient plus bas dans les vallées et qu'ils se sont maintenant retirés de plus en plus au fil des siècles. Ça, c'est une bêtise totale, mais c'est de cette manière que nous sommes trompés. Comme tous les glaciers alpins, ça, c'était en Autriche. Ces images montrent ces changements dans la longueur au fil des siècles, c'est-à-dire ces changements constants, selon les saisons ou les siècles. Ici, nous avons des exemples qui sont souvent publiés. La disparition de glaciers mis en lien avec le changement climatique, alors on nous montre ce glacier Schneeferner, de 1890, alors comment il s'est retiré jusqu'en 2003. Et tout le monde sursaute si on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé là. Oui, et ici, il y a encore une fois la courbe de Patzelt, où on voit à quoi ressemble le vrai développement qui n'est malheureusement pas connu de tous, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une montée et une descente des glaciers. Et alors, c'est correct. On doit juste chercher les temps qui correspondent. On peut magnifiquement prouver qu'il y a toujours eu un va-et-vient des glaciers. Le climat a beaucoup d'aspects. Je peux vous en dire quelques-uns pour vous montrer ce qu'on nous raconte et comment les médias sautent alors sur ce train. L'ours polaire a toujours été le symbole des protecteurs du climat. Et ici, nous voyons à droite... Bild ist eine Fälschung, hat jemand entdeckt, dass hier irgendwie montiert wurde. Also dieser einsame Eisbär ist nicht bedroht, nur man hat ihn aber auf so eine Scholle gestellt, fototechnisch, ne, als soll es so aussehen, ja, mein Lebensraum schwindet jetzt. Ne. Das ist nicht völliger Blödsinn. Man ist also auch zu Fälschungen bereit, um diesen Eindruck zu erwecken, der Eisbär ist durch einen sogenannten Klimawandel bedroht. Sehr schön, ich zitiere nochmal hier einen Fachmann, den ich glaube ich schon erwähnt habe. Die Behauptung, dass Eisbären durch den Klimawandel bedroht seien, ist falsch. Der Eisbär, und das finde ich besonders schön, dass er dann sagt, der Eisbär lebt nicht vom Eislutschen. Noch schöner kann man es, glaube ich, kaum ausdrücken, sondern er lebt von Seehunden und anderen Meerestieren. C'est pour cela que les ours polaires vivent aussi dans nos eaux. Ils n'ont pas besoin de grandes glaces. On n'arrête pas de l'affirmer. En vérité, la population d'ours polaires en Alaska et en Amérique du Nord a augmenté d'environ 5000. Ça, c'est le chiffre le plus bas des 40 dernières années
environ 25 000. La population des ours polaires augmente donc et ne diminue pas. Et à quoi est-ce que cela est dû? C'est parce que la chasse aux ours a été interdite. La conséquence, on interdit d'abattre les ours polaires, bien qu'il existe encore des gens qui le font, et déjà, la population des ours polaires augmente. Cela veut dire que ce déclin des ours polaires n'était dû qu'à l'abattage des ours polaires, et pas au changement climatique. Mais croyez-vous, qui sont les premiers à acheter les peaux d'ours polaires? Elles sont marchandées pour 10 000 $. Qui veut à tout prix avoir des peaux d'ours polaires? L'Allemagne. Les Allemands en achètent. Ils veulent à tout prix avoir des peaux d'ours polaires. Donc en fait, nous devrions nous-mêmes avoir cela devant les yeux, que nous sommes aussi responsables de la mort des ours polaires. Mais il est maintenant interdit d'abattre des ours polaires. D'ailleurs, les ours polaires existent déjà depuis 600 000 ans. 600 000 ans, ça veut dire qu'à travers toutes les périodes glaciaires, les périodes de chaleur, puis de froid, puis de chaleur, les ours polaires ont survécu. Ils ont survécu à tout ça et ça ne leur a pas nui le moins du monde. Voilà, et en particulier ici, 4500 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant le Mésolithique. Et là aussi, dans le Néolithique, en 2500 avant Jésus-Christ, et encore 1200 ans avant Jésus-Christ, où il faisait aussi chaud que sous les températures maximales du Moyen-Âge, et alors qu'il y avait partout un réchauffement, les ours polaires ont quand même survécu, car cela n'a rien à voir avec la température. Vous vous souvenez peut-être du bon monsieur, en fait, tout le monde devrait le connaître, parce qu'il s'avance partout où il y a une caméra et il dit « J'aimerais dire quelque chose sur le changement climatique ». Et là, il proclame en l'an 2000, vous le voyez là avec son doigt, la catastrophe climatique alarmante. En 2000, Mojib Latif a déclaré la chose suivante. Suite au changement climatique, il y aura plus d'hiver avec beaucoup de glace et beaucoup de neige, comme il y en avait il y a 20 ans. Vous savez tous que c'est vraiment honteux, parce que ça s'est passé tout à fait différemment. La réalité, cette année-là donc, en 2013, c'est le 5e hiver successif avec du gel et de la neige. Ça, c'est dans l'Allgäu, en Allemagne, donc quelque part sous nos latitudes en tout cas. L'Allgäu est connu pour ses fortes chutes de neige. Et lorsque Mojib Latif a vu ces images et qu'il a appris qu'il y avait beaucoup de neige, il a très vite disparu de la salle de conférence après son discours et il n'a accepté aucune discussion. C'est comme ça que ça se passe. Moi je dis comment peut-on donner de telles prévisions? En février 2013, il y avait 1 mètre de neige dans l'Allgäu, ça fait beaucoup. Pendant l'hiver 2009-2010, dans beaucoup d'endroits et pendant 90 jours, et ça c'est beaucoup aussi, dans les endroits où d'habitude il n'y a pas beaucoup de neige, il y avait de la neige. Freiburg est normalement connu pour son climat chaud. Et à Norderney, il y avait de la neige, alors que la neige est très rare là-bas. Avec ce froid puis cette chaleur qui ont eu lieu en alternance, on se dit « Comment peut-il faire aussi froid ?» Et les gens du changement climatique ont immédiatement eu une idée pour expliquer cela. Les hivers très froids et riches en neige des 4 dernières années sont un signe du réchauffement de la Terre. C'est vraiment vrai. C'est ce qui a été dit, un signe du réchauffement de la Terre. Ils croient vraiment que les gens sont bêtes. Bien qu'aucun de ces schémas climatiques n'ait prédit ce refroidissement qui a eu lieu pendant la dernière décennie. Ces chutes de température n'avaient tout simplement pas été prédites. Et là, les schémas climatiques étaient bien sûr de nouveau très mis en œuvre. C'est seulement après coup, quand on a vu le froid et les quantités de neige, qu'on a eu l'idée de donner cette explication très douteuse. Et on a dit, eh bien oui, nous devons adapter notre opinion à la réalité. Et donc, il y a de telles bêtises qui en résultent comme ce signe du réchauffement de la Terre. Voilà, je pense que j'ai encore quelques minutes, n'est-ce pas? Encore un sujet, la montée du niveau du Pacifique à l'ouest. Les îles Carolines, c'est là qu'on prétend que certaines îles vont disparaître. Là, le niveau de la mer monterait tellement qu'ils auraient les pieds mouillés à certains endroits et qu'ils se plaignent. Le changement climatique fait disparaître nos îles. Oui, mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé?
Je l'ai vu par hasard à la télévision allemande ZDF. Je l'ai vu en mars 2009. Le niveau de la mer monterait donc en Micronésie. En réalité, entre les petites îles Carolines et la grande plaque du Pacifique, il y a des mouvements longitudinaux et verticaux. Quand on regarde cette carte tectonique de la Terre, on voit qu'elle est constituée de beaucoup de plaques. Il y a des plaques qui bougent en longitude ou verticalement, ou qui se mettent l'une en dessous de l'autre. Et ce que ZDF aurait normalement dû savoir, c'est qu'il y a des plaques juste ici, dans la zone des îles Carolines, qui s'abaissent suite à la tectonique. Et alors, si je suis sur une plaque qui descend, j'ai l'impression que le niveau de la mer monte. C'est fait consciemment. Ils ne peuvent pas faire de si mauvaises recherches. C'est fait de manière intentionnelle. Et pour le reste, j'ai fait une recherche dans les livres pour voir où se trouvent les îles Carolines. Là, nous voyons cette ligne verte qui se trouve ici, et à cet endroit, il y a la limite entre les plaques. Donc ici, la plaque du Pacifique à droite, qui est en fait restée constante à cet endroit, et la plaque des Carolines de l'autre côté. Si on place quelqu'un ici, un habitant de la plaque des Carolines, et qu'on le met là et qu'il est sur une plaque qui descend, il va élever ses mains et dire « Oh mon Dieu, le niveau de la mer s'élève ». C'est de cette manière que nous sommes trompés. J'ai écrit à ZDF, mais ne croyez pas qu'ils m'ont renvoyé une réponse raisonnable. C'est monté jusqu'au directeur artistique. Le directeur artistique l'a donné au responsable du département pour l'environnement, mais il n'y a pas eu de retour. Ils ont poliment et gentiment répondu « Nous vous remercions pour votre mail ». Mais il n'y a pas eu de réponse. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et le même jeu, je dois le répéter, vaut d'ailleurs aussi pour les îles Fidji. Lors de la conférence climatique à Bonn, il y avait aussi un participant qui venait des îles Fidji, et il a dit « Le niveau de la mer monte et un jour nous aurons disparu ». Oui, c'est exactement la même chose en ce qui concerne la plaque australienne et la plaque du Pacifique. Voyez la carte. Et j'aimerais dire à ce sujet, les îles Fidji pourraient en théorie vraiment être inondées, donc cet homme a raison si la plaque locale continue à descendre. Pas parce que le réchauffement de la Terre ou le réchauffement de l'atmosphère augmente, mais parce que la plaque pourrait continuer à s'abaisser encore plus. On ne le sait pas encore exactement. En géologie, on ne peut pas encore connaître cette évolution future. Si elle baisse, les Fidji vont réellement disparaître. Et les pays en voie de développement ont maintenant compris comment tirer profit du changement climatique. Ils disent, vous les pays industrialisés, c'est à cause de vous que le taux de CO2 a tellement augmenté. Et que faisons-nous dans les pays industrialisés? Nous payons des taxes de compensation à ces pays. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Mais je dois pour une fois louer le journal allemand Spiegel. Je n'aimerais pas oublier cela. Article du 24 décembre 2012. Le mystère des îles qui s'abaissent. Au moins Spiegel admet que ces îles s'abaissent. Ça c'est déjà remarquable car 2 ans plus tard, ils disent le changement climatique. Le niveau de la mer monte, donc on s'en sert comme bon nous semble. Voilà. Et encore un mot sur la climatologue Petra Gerster, aussi une spécialiste du climat. Car elle nous a dit qu'en 2100, il se peut que le désert, ici en haut, donc le Sahara, reste comme il est. Mais que là où se trouve aujourd'hui la forêt tropicale, il se peut que tout soit sec et que la forêt tropicale ait disparu. Et elle dit que tout cela arrivera à cause du changement climatique. Moi je dis que Madame Gerster n'était pas attentive aux cours de géographie. On pourrait lui demander quelle note elle a eue en géographie. Sinon, elle aurait dû savoir que c'est une absurdité totale de croire que l'augmentation de la température globale de quelques degrés ferait disparaître la forêt tropicale. Pourquoi? C'est ce qu'on apprend en géographie, parce que les vents qui viennent du nord-est et du sud-est se rencontrent là dans la zone de l'équateur. Nous l'avons tous appris un jour. Et là, où il y a de grands courants, c'est-à-dire des courants marins et des vents qui se rencontrent, nous avons de l'air qui monte. Où devrait-il sinon aller
s'il se rencontre. Et puis l'air qui monte donne toujours des zones de basse pression atmosphérique. Là, il y a des zones qui sont toujours de basse pression. Donc là, il y a une ceinture de basse pression. Là, il y a la ceinture équatoriale de basse pression. Ce courant ne peut disparaître à cause de 2 ou 3 degrés de plus. Ça, c'est la zone de convergence. Alors, elle n'a probablement pas été attentive à l'école. Et je me pose donc la question, pourquoi la forêt tropicale, qui est ici et qui l'a toujours été, devrait-elle ici, pourquoi devrait-elle se déplacer vers le sud? On pourrait aussi dire qu'elle se déplacera vers le nord. Ils disent qu'elle se déplace, mais où va-t-elle? Mais pourquoi disent-ils? Elle va vers le sud. Parce qu'alors la zone désertique s'agrandit. La terre, la zone du Sahel disparaît, tout va vers le sud, tout devient plus sec et les déserts s'agrandissent. Lorsque j'ai étudié la géographie, on disait toujours, et mon professeur le disait déjà à l'époque, ce n'est pas du tout vrai cette désertification, c'est-à-dire l'expansion des déserts. Au contraire, la savane s'étend. La savane grandit, pas le désert. Cela a été étudié de nombreuses fois, par exemple, par un de mes collègues de l'Université d'Amsterdam, Chris Reitz. Il a examiné comment les arbres et les buissons se multiplient au Sahel. Il les a comptés. Il y va tous les 2 ans, compte et photographie les arbres et constate que le désert fleurit, pour ainsi dire. Oui, c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'on attise la peur d'une extension du désert, mais c'est le contraire qui est vrai. C'est la savane avec ses arbres et ses buissons qui s'étend lentement, comme on l'a prouvé par l'expérience et non avec des schémas sur ordinateur. Oui, et pas besoin de s'étonner de la composition du conseil de télévision de la chaîne allemande ZDF. Ça s'est un peu amélioré depuis. La partie ici a un peu diminué, car les États et les partis ont une grande influence sur la composition du conseil de la télévision de ZDF. Et on y décide, en quelque sorte, ce qui est diffusé ou non. Oui, revenons un peu aux médias politisés. De 2000 à 2010, peut-être que vous vous souvenez, Nikolaus Brender était rédacteur en chef de la télévision allemande ZDF. En 2012, il a dit dans une interview pour Zeit.de qu'au début de son mandat, il était habituel que des politiciens appellent de simples rédacteurs pour faire pression sur les informations qui étaient publiées. Ça ne lui a pas fait du bien, cette affirmation, car la chose suivante est arrivée. Le conseil d'administration a refusé, avec la majorité, que son contrat soit prolongé. Donc, c'est comme ça que ça se passe si on se risque à dévoiler un peu trop la vérité. Un journaliste est ainsi devenu la victime d'une démonstration de pouvoir de partis politiques. Mais on ne doit pas dire que des choses négatives sur les médias. De temps en temps, il arrive qu'ils disent par mégarde quelque chose de positif. Il existe par exemple une vidéo sur ARD. ARD dit ce qu'il en est du changement climatique. Dans cette vidéo, il y a quelques chercheurs sur le climat. Ah non, pas des chercheurs, des climatologues qui ont vraiment sérieusement travaillé sur le sujet et à qui on donne la parole, des critiques. Et donc, si vous voulez voir ça, vous pourrez constater qu'on y dit vraiment autre chose et que ce ne sont pas que des mensonges. Mais je dirais que c'est plutôt une exception. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'autres émissions comme ça. Encore quelques mots au sujet de la fonte des glaces en Antarctique. Ça aussi, c'est un sujet constant en fait. L'Antarctique diminuerait. Le journal allemand Spiegel reprend ça sous un autre angle et écrit qu'un quart de la surface glaciaire près de cette barrière de glace au nord de cette banquise Wilkins a reculé. Greenpeace reprend cela et dit « là où le climat bascule ». Mais je ne peux pas imaginer un tel basculement, c'est une évolution lente, constante, qui a eu lieu ici. On pourrait encore continuer à raconter des choses, mais j'aimerais abréger et terminer. J'aimerais vous montrer une image. Oui, les pingouins seraient en danger.
Après les ours blancs, c'est le tour des pingouins. Ça va vite dans les médias. En réalité, la superficie de glace a augmenté. Je passe un peu plus rapidement pour finir. Là encore, une image au sujet de la façon dont on traite les gens critiques. J'ai moi-même fait l'expérience de la façon dont un air rabaissé. Et Georg Delisle, apparemment, traînerait dans la boue la recherche sur le climat, car il s'est exprimé de façon critique en disant que le pergélisol n'est pas menacé. Ça, on ne peut bien sûr pas le dire. Bon, ça, je vais le laisser de côté pour rester un peu dans les temps. Oui, mais je voudrais maintenant dire ceci. Qu'advient-il des critiques? Philippe Verdier, 47 ans, grenouille météo, si je peux dire, météorologue à la télévision française, l'un des plus célèbres présentateurs météo de France 2, a été congédié en 2015 parce qu'il s'était prononcé contre la représentation climatique de la science grand public. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi a-t-il été viré? Le changement climatique est une conspiration, un scandale mondial, une machine infernale pour nous effrayer. Exactement, mais on ne peut pas dire ça quand on travaille pour l'État. Tu dois faire attention à ce que tu préfères, le travail ou la vérité. Nous sommes de nouveau confrontés au dilemme dont nous avons discuté ici à quelques reprises. Thorsten Schulte n'est pas là maintenant, mais je le situe dans son contexte. Perte de contrôle, le système est de moins en moins capable de supporter la vérité. Vous pouvez à nouveau voir comment le système traite la vérité. Il a dû d'abord quitter son service. Voilà un exemple, cette fois, de la climatologie, comment elle traite les personnes de ce genre. Oui, je voudrais maintenant conclure. Peut-être comme avant-dernier mot, Stephen Koonin, secrétaire d'État. Chez nous, il serait secrétaire d'État de 2009 à 2011. Il a également été professeur de physique théorétique. Dans une interview avec Mary Kissel, il a dit qu'il y avait eu des falsifications massives de données à la NOAA et la NASA, les autorités officielles. Et bien sûr, il dit cela parce qu'il n'est plus en service. Il a donc vidé son sac et dit « Il y a eu beaucoup de manipulations ». Oui, pourquoi le changement climatique a-t-il lieu dans nos esprits? Les politiciens pensent à la grande transformation. Cela implique des changements sociaux, la décarbonisation, l'élimination des combustibles fossiles de nos installations techniques, la décentralisation et, à long terme, la désindustrialisation. Ce qui signifie en conséquence qu'on redevient un peuple d'agriculteurs et d'artisans. Eh bien, c'est un peu exagéré, mais le but final, c'est bien la désindustrialisation. C'est bien de pouvoir stimuler l'économie, mais pourquoi j'ai besoin de CO2? Le CO2 n'est pas un tueur de climat du tout, mais on doit trouver un méchant qui doit être responsable et qu'on peut punir. Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, la recherche est financée et les concepts de protection du climat sont ensuite mis dans les villes et les villages. Et je voudrais dire que beaucoup de politiciens savent que le climat a toujours changé sans influence humaine. Ils le savent. Pas tous, mais il y en a qui me donnent l'impression qu'ils n'ont rien compris. Mais en fait, les gens à la pointe le savent qu'il n'y a pas de changement climatique causé par l'activité humaine. L'idéologie politique prime sur la réalité. Maintenant, je reviens où on en était avant. La véritable nature de la variabilité climatique est qualifiée de théorie de conspiration ou de populisme. Donc je suis aussi un théoricien de conspiration, comme je l'ai dit au début. Ou bien tu es populiste. Et c'est un argument pour faire taire les gens et les mettre contre le mur. Vous ne pouvez pas répondre à cela, c'est sans aucun fondement scientifique. C'est juste pour empêcher la discussion. Oui, c'est quand même sympa, je peux aussi dire ceci. Holger Strom a dit dans une interview avec Ken FM, « La plupart des politiciens sont des malades mentaux. »
Et le psychanalyste renommé, le docteur Hans-Joachim Matz, va plus loin et le confirme. De nombreux politiciens allemands, des politiciens de haut niveau, sont mentalement perturbés. Ils ont des œillères idéologiques énormes et ils ne voient pas toujours la réalité. C'est ce qu'on qualifie de maladie. Un psychanalyste a analysé ça au moyen de nombreuses affirmations. J'aimerais sauter celui-là, laissons-le tomber. Je reviens donc à ma thèse. Le changement climatique n'est pas anthropogène, c'est-à-dire causé par l'homme, mais il est politiquement créé, une idéologie politique. Il est politico-généré. J'ai inventé ce mot pour exprimer cela. Il n'est donc pas nécessaire d'être climatologue pour révéler les changements climatiques causés par l'homme comme une mise en scène d'une idéologie politique à l'aide d'une propagande médiatique sophistiquée. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai choisi pour conclure Sonia Margolina, qui n'est ni une experte en climatologie, ni une femme politique, mais elle a un doctorat en biologie, elle est journaliste. Pour appuyer cette affirmation, il n'est pas nécessaire d'être climatologue, il suffit de faire preuve de bon sens. Et c'est intéressant ce qu'elle dit. C'est le résumé de ce que je dis depuis 1 heure maintenant. Pourtant non experte dans le domaine du changement climatique, elle déclare « Le changement climatique est un terme hautement idéologique qui a élevé l'utopie du sauvetage climatique au rang de but d'action politique et d'impératif moral. C'est donc une utopie, dit celle qui n'est pas climatologue. Vous n'avez qu'à faire des recherches minutieuses et vous le découvrirez. » Et sa deuxième phrase, que je trouve aussi très remarquable et qui me permet de conclure ici ma conférence, « Il ne faut pas oublier que ce modèle de pensée est associé à des intérêts tangibles de nombreux profiteurs de la politique, de la société et de l'éco-industrie. Donc, bien sûr, il y a aussi les profiteurs et toute l'histoire continue. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Très bien, Monsieur Kirstein. Merci beaucoup. Merveilleux. Je tiens à mentionner très brièvement qu'il y a cette feuille sur ma table, là-bas, pour que vous ayez plus de documentation. C'est une sélection, bien sûr, mais on me demande toujours où on peut lire des informations à ce sujet. S'agit-il de mes idées ou est-ce que beaucoup d'autres le disent aussi? Voici une belle liste. Si vous voulez, vous pouvez obtenir ces livres ou tout simplement les rechercher sur Internet. Oui, on peut donc parler de tromperie délibérée, de répression délibérée. En fait, c'est un acte criminel. Nous ne nous sommes pas accordés sur ce que nous allions dire. Dans son exposé, il a évoqué des choses que j'avais moi-même supprimées à cause du temps. Dans l'exposé précédent, c'était pareil. Nous parlons tous de la même chose. Mais je peux voir une chose, c'est l'un des sujets les plus urgents. Tous les matins, quand on allume la radio, qu'on écoute les nouvelles, c'est une catastrophe, on la pousse à fond. Alors nous nous assurerons de diffuser cette conférence autant que possible et de la publier sur CLA TV afin qu'elle soit diffusée, qu'une nouvelle conscience se développe. Alors merci beaucoup encore une fois. C'était de la médecine. Enfin de la bonne médecine.